Je suis en Dordogne, réserve archéologique exceptionnelle qui comporte plusieurs centaines de sites paléolithiques qui témoignent de la présence des hommes de la préhistoire. On y trouve des habitats, des exploitations de matières premières et des dizaines de grottes ornées. Et parmi celles-ci, la plus connue et la plus spectaculaire est sans aucun doute Lascaux. Il y a environ 300 000 ans, le plus ancien représentant direct de notre espèce apparaît sur Terre, en Afrique. Il s'agit de l'Homo sapiens. Issu des Homo erectus évolués, il remplace peu à peu tous les autres hominidés et commence à se disperser dans le monde. Commence alors un voyage qui va lui prendre plusieurs milliers d'années et durant lesquels l'homme va évoluer jusqu'à toi. Même moi? Mais oui Antoine, même toi. Chouette! Venez, partons à leur découverte. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler préhistoire. Sur les pas des Homo sapiens européens, nous commençons notre périple à Logeribasse, un site paléolithique non loin de la grotte de Lascaux où ont habité des Homo sapiens. Ah, l'endroit où les tout premiers hommes sont apparus. C'est beau. Tant d'erreurs dans une même phrase, c'est beau. Alors, c'est vrai que c'est l'Homo sapiens qui a fréquenté ces lieux. Néanmoins, il est important de préciser que l'origine de l'être humain est bien plus lointaine que l'Homo sapiens, qui lui-même est loin d'être le premier à fouler la Terre, et certainement pas sur le continent européen. Mais alors, c'est qui le plus vieux? Le fossile le plus ancien découvert à ce jour et attribué au genre Homo est âgé d'environ 2,8 millions d'années et a été trouvé en Éthiopie actuelle. Il s'agit sans doute de la première espèce d'être humain clairement définie, l'Homo habilis, dit l'homme habile. On a longtemps pensé que c'était lui qui avait inventé les premiers outils, mais des découvertes archéologiques récentes en 2015, au Kenya, nous montrent que les tout premiers outils ont été inventés il y a au moins 3,4 millions d'années, sans doute par les australopithèques. En tout cas, c'est avec l'apparition de l'Homo habilis que débute la préhistoire. Puis viennent entre autres Homo ergaster, l'homme artisan, Homo erectus, l'homme droit qui se tient debout, ou encore nous, Homo sapiens, l'homme savant, dernier représentant du genre Homo encore vivant. Attention cependant, les différentes espèces d'êtres humains ne se succèdent pas en ligne droite. La lignée du genre Homo est bien plus complexe et plusieurs espèces ont cohabité durant des milliers d'années, comme l'homme de Denisova, qui a pu rencontrer l'Homo sapiens et l'Homo neanderthalis. L'Homo sapiens apparaît en Afrique il y a environ 300 000 ans, et il va entreprendre un voyage qui l'amène aux quatre coins de la Terre. Ce voyage lui prendra un temps très long, bien plus long que ce que l'on nomme habituellement l'histoire, qui en fait ne dure que depuis 5300 ans finalement. Bah oui, avant c'est la préhistoire, et elle a duré au moins 2,5 millions d'années. 100 000 ans après son apparition, l'Homo sapiens sort du continent africain et aborde le Proche-Orient. Cette population s'étend ensuite en Europe et en Asie, elle rencontre et côtoie des membres d'autres espèces humaines comme les Néandertaliens en Europe, avec qui les Homo sapiens ont vécu pendant au moins 10 000 ans. En ce temps-là, le climat terrestre est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le niveau de la mer est parfois jusqu'à 120 mètres plus bas, ce qui a permis à l'homme de réaliser, il y a plus de 45 000 ans, la traversée vers l'Australie. À la faveur de la fin de la glaciation, les hommes arrivent sur le continent américain par la Sibérie il y a environ 14 000 ans. Une fois établis en Amérique, les hommes modernes n'ont besoin que de quelques milliers d'années pour atteindre l'extrême sud de l'Amérique. Si vous imaginez l'homme préhistorique habitant dans une grotte, sachez que vous avez en partie tort. Bah oui, essayez d'allumer un feu dans un endroit aussi humide et peu aéré, vous risqueriez d'être rapidement enfumé et même de réveiller un ours en pleine hibernation. Non mais attends, tous les habitats préhistoriques qu'on a retrouvés, on les a retrouvés où? Dans des grottes. Et de toute façon, dans les meilleurs films sur la préhistoire, à chaque fois on voit les mecs qui habitent où? Dans des grottes. Genre dans Re.
Ça va être tout noir. Et oui, et c'est un problème d'ailleurs, c'est une idée reçue qu'on voit absolument partout. En effet, les premières fouilles, et donc les premières découvertes archéologiques de la préhistoire sont faites en 1850, dans des grottes et des abris sous roches. Et très rapidement, les peintres, les sculpteurs et les illustrateurs d'ouvrages s'en emparent et se mettent à essayer d'illustrer ces découvertes. La plupart des traces bien conservées se situent justement dans des grottes ou des abris sous roches, qui constituent une sorte de protection naturelle, comme ici à Loge-Ribasse. Et en plus, lorsqu'ils sont au pied d'immenses falaises, ils sont carrément plus faciles à repérer, car les archéologues savent où chercher et comment dire. C'est un peu visible! C'est ainsi qu'est née cette image d'Épinal d'un personnage un peu hirsute sortant de sa grotte pour se nourrir, image toujours véhiculée par des films même récents. Ailleurs, il existe de nombreuses régions dans le monde qui n'ont pas le relief adéquat pour comporter des grottes, et pourtant cela n'a pas empêché l'homme préhistorique de s'y installer. L'absence de grottes a privilégié les campements de plein air qui sont souvent très mal conservés du fait de leur exposition aux intempéries. Ici, à Loge-Ribasse, les premières traces des occupants sont datées d'environ 17 000 ans avant notre ère, ce qui n'est pas beaucoup au regard de la préhistoire, et l'endroit est régulièrement habité durant environ 10 000 ans. La notion même d'habitat en fait est très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. En effet, l'homme du Paléolithique est un nomade, il ne s'installe pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Pendant cette période, l'habitat est fait pour être provisoire. Suivant les saisons et la nourriture disponible, les hommes s'installent pour quelques mois ou quelques jours, voire même quelques heures. Puis, après avoir épuisé les ressources sur place, ils partent à la recherche d'un autre habitat propice. Les traces que les archéologues retrouvent donc, ce sont des outils en os ou en bois de renne, des pointes, des flèches, des harpons, des aiguilles ou encore des poinçons. On reconnaît l'occupation humaine également aux pierres calcinées qui montrent où se trouvait le foyer qui leur servait à chauffer la nourriture, aux vestiges osseux de dépeçage d'animaux, aux trous de poteaux, etc. Ce qu'on remarque tout au long du Paléolithique, c'est que l'homme adapte son habitat en fonction du milieu dans lequel il évolue. Mais il n'y a pas que lui qui évolue. Les chemins de l'homme et de l'animal se croisent, et l'un d'eux va rapidement devenir le meilleur ami de l'homme. Il s'agit... de la tortue. Hein? Bah du chien, Antoine, du chien. Ah! Du quoi? L'homme et l'animal se côtoient depuis des milliers d'années. Durant le Paléolithique, leur relation consiste principalement à chasser et être chassés pour survivre. En effet, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs et ils sont surtout nomades, ils suivent les troupeaux qu'ils chassent. C'est à la fin de cette période du Paléolithique que la relation entre l'homme et l'animal va progressivement changer, alors que les hommes commencent à se sédentariser suite à l'invention de l'élevage et de l'agriculture. L'animal, en plus d'être une source de nourriture, devient une aide dans les champs, un garde pour la maison ou encore un chasseur pour les nuisibles. Les scientifiques sont d'accord sur ce point, le premier animal à être domestiqué par l'homme est le chien, entre 40 000 et 20 000 ans avant notre ère, et qui aurait comme ancêtre le loup gris. Et du coup, le loup est devenu un chien au contact de l'homme? Eh bien oui. Par contre, le loup n'a pas attendu sa domestication pour se rapprocher des êtres humains. En effet, il y a des milliers d'années de cela, certains ancêtres du loup se rapprochent d'eux-mêmes des groupes humains, trouvant facilement de la nourriture dans les restes de leur chasse qu'ils peuvent obtenir. De plus, les loups et les hommes se retrouvent souvent sur les lieux de chasse, puisque les gibiers qu'ils chassent sont identiques. Et de la curiosité à la coopération en quête de nourriture, il n'y a qu'un pas que franchir certains animaux et les hommes préhistoriques. À force de se rencontrer sur les mêmes terrains de chasse et lors de la poursuite des mêmes gibiers, les loups et les hommes ont dû finir par comprendre quelle partie ils pouvaient tirer les uns des autres. D'abord rivaux, ils ont sans doute collaboré de manière fortuite au début, puis de plus en plus régulièrement, se partageant même leur butin. La date de domestication correspondrait alors à une relation devenue plus étroite et à un contrôle plus fort de l'homme. C'est-à-dire que l'homme sélectionne et fait se reproduire les individus les moins farouches à son égard, mais surtout qui répondent à des besoins. Et l'un des besoins, c'était de prévenir en cas d'intrusion d'un indésirable dans la propriété. Ils ont donc pour cela choisi les individus les plus bruyants. Et donc, si votre chien aboie en plein milieu de la nuit et vous empêche de dormir, eh ben vous pouvez remercier les hommes de la préhistoire. En résumé, la domestication est l'action que l'homme exerce sur des animaux ou des végétaux, ne serait-ce qu'en les élevant ou en les cultivant.
En se les appropriant et en les utilisant pour satisfaire ses besoins, l'homme les transforme et crée de nouvelles espèces, différentes de la forme sauvage dont ils sont issus. Le chien est sans doute le seul animal à être apprivoisé au Paléolithique. Les autres animaux sont domestiqués au Néolithique, la dernière période de la préhistoire. On utilise d'ailleurs souvent l'expression de révolution néolithique à propos des premières domestications. En fait, la domestication s'est accomplie de façon très progressive en passant par plusieurs étapes qui sont des transitions plus que des ruptures. L'homme a ainsi obtenu le bœuf à partir de l'auroch, le mouton à partir du mouflon, ou bien le porc à partir du sanglier. De même, tous les animaux ne sont pas prêts à être domestiqués, en témoignent les nombreux cas de domestication abandonnés comme la gazelle ou la hyène tachetée. Les Égyptiens ont par exemple tenté d'engraisser des crocodiles en Égypte ancienne, les Romains d'Antiquité ont tenté d'apprivoiser des biches pour leur lait, ou même en Europe médiévale lorsque des couleuvres étaient utilisées contre les rongeurs, sans succès. L'homme évolue entouré d'animaux et ceci inspire l'Homo sapiens qui va mettre à profit son imagination et son sens artistique pour créer un sanctuaire, Lascaux. La grotte est découverte durant la Seconde Guerre mondiale en 1940, alors que Marcel Ravida, âgé de 18 ans, se promène avec son chien robot. Attends, ils avaient des chiens robots à l'époque? C'est classe! Bah non, robot, c'est son nom. Au cours de la promenade, ce dernier tombe dans un trou. Le chien vient de trouver, sans le savoir, un trésor archéologique, Lascaux. Un éboulis avait bouché l'entrée il y a plusieurs milliers d'années, mettant en place des conditions idéales de conservation des peintures et des gravures pariétales. La température et l'humidité y étaient constants. C'est grâce à ces conditions réunies que ce trésor est parvenu jusqu'à nous. La grotte est classée monument historique dès le mois de décembre 1940. Des travaux sont alors effectués afin de rendre le site accessible au public, ce qui est effectif le 14 juillet 1948. L'engouement du public est tel qu'1 million de personnes visitent la grotte entre 1948 et 1963. Malheureusement, toutes ces personnes qui expirent amènent une trop grande quantité de dioxyde de carbone dans la grotte, tant et si bien qu'elle commence à se dégrader dès 1955. La grotte fait face, à partir de 1960, à l'apparition d'algues dues à l'humidité, à l'augmentation de la température et au dioxyde de carbone. La détérioration de la grotte est telle que le 20 mars 1963, André Malraux, ministre des Affaires culturelles, annonce la fermeture de la grotte. Commence alors la construction de Lascaux 2 sur la même colline que la grotte originelle et qui en représente environ 40%. Vient ensuite la réalisation de Lascaux 3, reproduction partielle qui a été dévoilée au public en octobre 2012 et qui est conçue pour être itinérante. Enfin, Lascaux 4, ouvert durant le mois de décembre 2016, est situé à moins d'1 kilomètre de Lascaux. Cette nouvelle grotte est la reproduction au millimètre près de la grotte originale. On y voit le trou par lequel Marcel Ravida est entré en 1940 par hasard, ainsi que les 2000 représentations laissées par nos ancêtres il y a plus de 20 000 ans. Les grottes n'ont quasiment jamais servi d'habitat. Les conditions souterraines ne le permettent pas à cause de l'obscurité, de l'humidité. On connaît quelques cas, quelques exemples, mais ce sont vraiment des exceptions. La plupart du temps, ils vivaient à l'entrée des grottes, à la lumière du jour, en campement de plein air, comme les sociétés amérindiennes, en abri, bien évidemment. Avec des moyens techniques très simples. D'abord, dans Lascaux, ils ont utilisé des terres naturelles. Donc, ce sont des terres que l'on trouve dans les grottes, dans les environs immédiats. En ce qui concerne l'application de ces colorants, l'application, bien évidemment, dépend de la nature du support et des dimensions des représentations. Par exemple, dans la salle des taureaux, on ne trouve que des peintures et aucune gravure parce que les parois sont recouvertes de calcite en chou-fleur, voire une calcite en spicule en forme d'aiguille. Et donc, ils ont travaillé sur ces tapis d'aiguilles par projection. Et lorsqu'on a découvert Lascaux, on a réalisé que ces préhistoriques connaissaient, maîtrisaient la technique de l'aérographie. Et lorsqu'on est face à un taureau de plusieurs mètres de longueur, on va travailler par soufflage, par tamponnage, et ensuite pour les tout petits détails, le crayonnage, doigt pinceau, pourquoi pas l'application avec les doigts, et parfois on peut rencontrer plusieurs techniques sur un même sujet. Mais les techniques d'application obéissent à la nature de la roche et aux dimensions des représentations. Et lorsqu'il faut graver, ils vont utiliser un outil qui est plus dur que la roche, comme le silex. Et
dans Lascaux, ils ont très souvent combiné la peinture et la gravure. C'est un art qui forcément s'inspire de la nature, mais c'est une nature qui est extraite de son contexte. Il n'y a jamais de paysage. C'est la faune figurée à Lascaux comme dans les autres grottes est sélectionnée, réassociée, recomposée et repensée. Et quand on regarde sur les parois de Lascaux, on s'aperçoit que les thèmes figuratifs sont limités et répétitifs et forment des regroupements surnaturels. On voit des taureaux côtoyer des chevaux côtoyer des cerfs, ce que l'on ne voit pas dans la nature. Et donc, on est certainement en présence de structures imaginaires renforcées à l'entrée par la créature fantastique que l'abbé Breuil a baptisée à tort la licorne. Un animal qui semble venir d'un autre monde et qui va introduire le visiteur dans l'imaginaire de ces hommes qui ne racontent pas la vie quotidienne. Les créatures fantastiques sont peu nombreuses dans l'art préhistorique, mais elles sont très très importantes sur un plan symbolique. Et une des fonctions de cet art était peut-être de rendre visible ce que l'humain ne pouvait pas voir dans la nature. Il y a deux mondes, si vous voulez, à ce moment-là. Il y a le monde réel, celui de la vie quotidienne, et le monde imaginaire, celui de la grotte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de laisser le petit pouce en l'air qui va bien. Merci à la Semi-Tour Périgord qui m'a permis de tourner dans ces lieux chargés d'histoire et dans ce décor exceptionnel. Merci à Antoine Binet, mon super cadreur qui m'a supporté durant 3 jours de tournage. Enfin, merci à tous les tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous, donc rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Alors, qu'est-ce que tu regardes, Baptiste? Je regarde l'entrée historique, enfin la vraie entrée de Lascaux en fait. Parce qu'on a fait Lascaux 2, Lascaux 4, bon Lascaux 3 est à Johannesburg, surveillé, il y a on aperçoit les caméras de sécurité à l'entrée. Et donc c'est l'entrée de la grotte originale. Et ça, c'est classe.